Deux joueurs. Le même geste, la même règle. L'un a quitté le terrain, les menottes au poignet, métaphoriquement parlant, et l'autre est rentré au vestiaire à la mi-temps pour se faire masser. Ce n'est pas une simple incohérence arbitrale. C'est une déclaration politique déguisée en match de football. Laissez-moi expliquer ce qui s'est passé parce que la manière dont cette histoire est déjà racontée dans la presse généraliste est fausse et la manière dont elle est ignorée par ceux qui dirigent ce tournoi est encore pire. Le 19 juin, le Paraguayen Miguel Almirón est devenu le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à être expulsé en vertu de la nouvelle règle anti-discrimination de la FIFA, celle qui impose un carton rouge direct lorsqu'un joueur se couvre la bouche pendant un échange conflictuel avec un adversaire. L'arbitre est allé consulter le VR. Le VAR a confirmé carton rouge, Almirón est sorti. Le Paraguay a joué la fin de la première période et toute la seconde mi-temps à 10, a résisté, a battu la Turquie 1-0 et Almirón est désormais suspendu pour le prochain match contre l'Australie avec la deuxième place du groupe D en jeu. La règle a fonctionné exactement comme prévu. Un joueur s'est couvert la bouche dans une confrontation. Il a été exclu du match. La loi, c'est la loi. Maintenant, regardons ce qui s'est passé 5 jours plus tard, le 24 juin à Boston. Le milieu anglais Jude Bellingham, Real Madrid, capitaine de l'Angleterre, le footballeur le plus reconnaissable de ce tournoi, a été filmé par les caméras de télévision en train de se couvrir la bouche alors qu'il parlait avec le Ghanéen Jordan Ayew, lors de ce que plusieurs médias ont décrit comme un échange tendu. Le même geste, le même tournoi, la même règle. Le VAR était actif. Le VAR n'est pas intervenu, l'arbitre n'a pas agi. Bellingham était resté sur le terrain. L'Angleterre a fait 0-0. La scène a été photographiée, la photo est devenue virale et la Fédération paraguayenne de football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA avant même que le coup de sifflet final ne soit retombé. Mesurez ce que cela signifie. Le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde expulsé en vertu de cette règle était un milieu sud-américain jouant pour un pays que presque personne ne suit de près dans le pays hôte de ce tournoi. Le joueur qui a effectué le geste identique 5 jours plus tard joue pour l'Angleterre, le pays qui a inventé ce sport, et le système VR qui a envoyé Almirón dehors a décidé, en temps réel, que la bouche couverte de Bellingham ne constituait pas une confrontation. La même image, un autre drapeau sur le maillot, une autre issue. Ce n'est pas un détail mineur. Je veux être honnête sur un point. Je suis l'architecture politique de cette Coupe du Monde depuis avant le match d'ouverture, et même moi, je n'étais pas totalement préparé à voir la pourriture devenir visible aussi vite. Je m'attendais aux hôtels vides, je m'attendais au scandale de visa, aux tarifs dynamiques, au brouillard géopolitique d'un tournoi à 48 équipes organisé dans un pays qui, 4 semaines avant le coup d'envoi, était simultanément en guerre avec l'une des nations participantes. Je m'attendais à un dysfonctionnement institutionnel parce que c'est ce que la FIFA produit à l'échelle industrielle. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce dysfonctionnement devienne aussi photogénique aussi rapidement. Une photo, une comparaison, une plainte officielle. Et soudain, toutes les questions que je pose sur ce tournoi sont exposées en pleine lumière. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre la règle elle-même, car les détails comptent énormément ici. En février 2026, Gianluca Prestiani, du Benfica, a écopé d'une suspension de 6 matchs infligée par l'UEFA après s'être couvert la bouche en adressant à Vinicius Junior, du Real Madrid, des propos qui ont été jugés homophobes lors d'un match de Ligue des Champions. L'incident a poussé le président de la FIFA, Gianni Infantino, sur lequel nous reviendrons longuement, parce qu'on ne peut pas comprendre cette histoire sans lui, à défendre une modification structurelle de la règle auprès de l'International Football Association Board. L'IFAB s'est réuni à Vancouver en avril, a approuvé à l'unanimité un amendement, et le texte publié disait « À la discrétion de l'organisateur de la compétition, tout joueur se couvrant la bouche dans une situation de confrontation avec un adversaire peut être sanctionné d'un carton rouge. La règle est facultative. La FIFA a choisi de la rendre obligatoire lors de la Coupe du Monde 2026. La loi Vinicius, comme on l'a appelée, est entrée dans le tournoi avec le soutien explicite de l'organisation qui le dirige. C'est ici que le langage devient essentiel. Peut être sanctionné. Le chef de l'arbitrage de la FIFA, Pierluigi Collina, a donné une clarification publique avant le début du tournoi. Les joueurs peuvent se couvrir la bouche pour parler à des amis, a-t-il expliqué. Les conversations ordinaires ne posent pas de problème. Le carton rouge s'applique lorsque le geste de se couvrir la bouche intervient dans une situation de confrontation.
Le rôle de l'arbitre est de lire le contexte. Toute l'architecture de cette règle repose donc sur une seule question. Le moment était-il conflictuel ? Pour Almiron et l'arrière latéral turc Mert Müldür, dans le temps additionnel de la première période, le VAR a revu les images et a conclu « Oui, confrontation, carton rouge, au revoir ». Pour Bellingham et Ayew, des sources ont indiqué à ESPN que le milieu anglais n'était pas dans une attitude de confrontation. Plusieurs officiels, un VAR actif, des caméras sous plusieurs angles, un tournoi qui venait d'établir un précédent 5 jours plus tôt, et la conclusion a été « pas de confrontation, on continue, bonne soirée ». Laissez cela résonner un instant. Un joueur paraguayen se couvre la bouche dans un échange tendu à la fin d'une mi-temps. Confrontation. Un joueur anglais se couvre la bouche dans ce que plusieurs rapports ont décrit comme un échange tendu. Pas une confrontation. La question n'est pas de savoir si la FIFA a techniquement le droit d'établir cette distinction. Elle l'a. La question est de savoir quelle gravité institutionnelle fait pencher la lecture d'images identiques dans un sens et l'autre lecture dans le sens opposé. Laissez-moi vous dire d'où vient cette gravité. Parce que ce n'est pas une histoire de football. Cela a cessé d'être une histoire de football au moment où Gianni Infantino s'est tenu dans une salle du Kennedy Center, à Washington, D.C., le 5 décembre dernier, pour remettre à Donald Trump un prix de la paix de la FIFA. Un prix que la FIFA a inventé précisément pour cette occasion. Un prix sans lauréat précédent, sans critères établis, sans précédent historique, décerné à un président en exercice dont les décisions de politique étrangère remodelaient comme déjà les conditions dans lesquelles ce même tournoi allait se dérouler. La FIFA a offert un trophée à Trump. Dans le bureau ovale se trouve désormais une réplique de la Coupe du Monde. Ce n'est pas une métaphore. C'est un objet physique posé dans le bureau le plus puissant de la planète. Et l'homme assis derrière ce bureau a clairement fait savoir, à plusieurs reprises et publiquement, que ce tournoi existe en partie comme vitrine de son administration. Réfléchissez à la logique institutionnelle que cela produit. La FIFA a besoin d'une Coupe du Monde réussie. La Coupe du Monde se déroule dans un pays dirigé par un président qui a déployé les services de l'immigration près des villes hôtes, interdit dans les stades les drapeaux des diasporas de nations participantes, menacé les co-organisateurs alliés, le Canada et le Mexique, d'une guerre économique, et dont l'administration a refusé l'entrée à un arbitre somalien, Omar Abdulkadir Artan, qui avait passé toutes les vérifications de la FIFA et détenait un visa valide. La réponse d'Infantino au cas Artan a été de qualifier l'affaire de malheureuse et de déclarer que la FIFA est une organisation sportive qui ne peut pas dire au gouvernement quoi faire. L'organisation qui venait d'inventer un prix de la paix pour un président n'a pas trouvé les mots pour défendre un arbitre. C'est dans cet environnement que Jude Bellingham s'est couvert la bouche à Boston. J'ai pris le temps de lire les articles consacrés à cet incident sous tous les angles disponibles, et je reviens sans cesse à un fait qui se perd dans le débat technique sur la règle. Il ne s'agit pas seulement de Bellingham. Bellingham n'était peut-être réellement pas dans une attitude de confrontation. Je ne sais pas lire sur les lèvres. Je n'étais pas dans le stade. Mais la Fédération paraguayenne de football, après avoir regardé les images, a écrit officiellement à la FIFA pour soutenir qu'il y avait une incohérence dans l'application de la règle. C'est une fédération sud-américaine représentant un pays dont le joueur a déjà été expulsé en vertu de cette règle avec un coût sportif très lourd qui dit à l'instance dirigeante du football mondial que la star anglaise semble avoir fait la même chose sans être sanctionnée. La FIFA a confirmé qu'elle ouvrirait une enquête et examinerait les images des 2 matchs. Soyons clairs sur ce que cette enquête déterminera et sur ce qu'elle ne déterminera pas. Elle déterminera probablement si le geste précis de Bellingham, à ce moment précis, atteignait techniquement le seuil du carton rouge selon le cadre exposé par Colina. Elle ne déterminera pas pourquoi le VR, qui est intervenu en quelques secondes pour Almiron, n'est pas intervenu du tout pour Bellingham. Elle ne déterminera pas quelle pression institutionnelle façonne les décisions prises en temps réel par des officiels opérant dans un tournoi où le président du pays hôte s'est publiquement présenté comme la star du spectacle. Elle ne demandera pas si le poids commercial de la marque mondiale Angleterre, la relation politique entre la FIFA et la Maison-Blanche, et l'attraction gravitationnelle de la survie dans le tournoi créent un environnement où certains coups de sifflet sont donnés et d'autres ne le sont pas. Ce ne sont pas des questions auxquelles les enquêtes de la FIFA sont conçues pour répondre. Le Paraguay n'est pas seul à remarquer le schéma. La Fédération ghanéenne de football a exprimé des inquiétudes au sujet d'incohérences arbitrales dans le même match contre l'Angleterre, notamment après une intervention d'Ezri Konsa sur Prince Adu en seconde période, que de nombreux observateurs ont jugé digne d'un pénalty.
Le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, le même Queiroz qui a dirigé l'Iran au début de ce tournoi sous une pression politique extraordinaire, a donné après le match une conférence de presse au cours de laquelle Bellingham a été décrit comme ayant mal réagi et insulté des joueurs pendant l'échange dans le tunnel à la mi-temps. Bellingham lui-même n'a pas commenté directement l'incident de la bouche couverte. L'image de Bellingham, la main levée devant la bouche, est désormais l'une des photographies sportives les plus partagées de cette Coupe du Monde. Plus partagée sans doute que n'importe quel but victorieux de l'Angleterre, puisque l'Angleterre n'en a pas encore marqué un seul. Et la raison pour laquelle elle est devenue virale n'a rien à voir avec le football. Elle est devenue virale parce qu'elle saisit, dans un seul cadre, toutes les questions qui s'accumulent autour de ce tournoi depuis, avant son commencement. Qui ce tournoi protège-t-il ? Quelles plaintes sont entendues ? Quels joueurs bénéficient d'une lecture contextuelle ? Et quels joueurs reçoivent le carton rouge fondateur qui entre dans l'histoire pour toutes les mauvaises raisons ? Je veux élargir le cadre un instant, parce que l'incident Bellingham n'existe pas dans un vide politique. Il existe à l'intérieur d'un tournoi qui réécrivait déjà le sens du mot neutralité avant même qu'un ballon soit touché. Regardez la chronologie. Trump a prononcé des discours avec une réplique de la Coupe du Monde posée sur son bureau. Infantino a assisté à l'investiture de Trump. Le tirage au sort s'est tenu au Kennedy Center, à un mile de la Maison-Blanche. La FIFA a créé un tout nouveau prix de la paix et l'a remis à un président qui, quelques semaines plus tard, autoriserait des opérations militaires contre l'Iran, une nation dont l'équipe était déjà qualifiée pour la Coupe du Monde dont il venait d'être honoré comme hôte. Ce ne sont pas des détails de décor. Ce sont les échafaudages sur lesquels repose désormais chaque décision arbitrale de ce tournoi. Lorsque le VAR n'intervient pas pour un joueur anglais, cette décision est prise par des officiels qui travaillent à l'intérieur de ces échafaudages. Les institutions n'ont pas besoin d'instructions explicites pour reproduire leur propre structure de pouvoir. Elles ont seulement besoin du bon environnement, et ce tournoi a construit cet environnement avec une précision extraordinaire. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la reconnaissance de motifs. Cette Coupe du Monde a déjà produit tout un catalogue d'épisodes qui, pris isolément, ressemblent à des dysfonctionnements, mais qui, pris ensemble, révèlent en quelque chose de plus structurel. L'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis par l'administration Trump malgré un visa valide et après avoir passé toutes les procédures de contrôle de la FIFA. Infantino a qualifié cela de malheureux et n'a rien ajouté. Des centaines de supporters iraniens ont été empêchés d'entrer dans les stades avec le drapeau pré-révolutionnaire au lion et au soleil, un symbole que le régime iranien actuel considère comme illégal, mais qui porte une immense charge émotionnelle pour la diaspora de Los Angeles, la plus grande diaspora persane au monde. Un juge de Los Angeles a rejeté un recours juridique déposé à la dernière minute contre l'interdiction. Les agents de sécurité ont confisqué des drapeaux aux portes des stades. À l'intérieur, des supporters qui avaient fait entrer séparément des morceaux de tissu les ont assemblés pendant le match pour reconstruire le drapeau interdit dans les tribunes. La FIFA, qui a passé des années à élaborer des règles pour empêcher l'expression politique dans les enceintes du tournoi, n'a rien eu à dire sur la décision politique qui a rendu ces actes de défi nécessaires. L'organisation qui a interdit des maillots et des banderoles n'a pas trouvé sa voie lorsqu'un gouvernement a empêché un arbitre d'entrer dans le pays. Mais elle l'a apparemment retrouvé lorsqu'il s'est agi de décider que le geste d'Almiron était conflictuel et que celui de Bellingham ne l'était pas. Il y a un détail précis du match de Bellingham auquel je reviens sans cesse. L'échange tendu avec les joueurs ghanéens ne s'est pas produit seulement pendant la rencontre, mais aussi à la mi-temps, au moment où Bellingham se dirigeait vers le tunnel. Le staff du Ghana était visible sur les images. La confrontation a duré, elle a impliqué plusieurs personnes et elle s'est déroulée sous les yeux du quatrième arbitre. Pas de carton jaune, pas de recours au VAR, aucune mesure d'aucune sorte. Comparez cela à l'incident d'Almiron, survenu dans le temps additionnel de la première période et qui a déclenché une vérification immédiate du VR. Les deux moments ont été diffusés en direct. Un système s'est activé, l'autre non. La géographie de ce tournoi compte aussi. L'Angleterre dispute ses matchs de groupe à Boston et à Miami. Le Paraguay a joué le match historique d'Almiron dans une enceinte du Sud-Américain. La géographie politique du pays hôte n'est pas un territoire neutre. Elle possède un écosystème médiatique qui présente certains résultats comme souhaitables et d'autres comme perturbateurs. Une élimination de l'Angleterre en phase de groupe, dans une Coupe du Monde où la base mondiale de supporters anglais représente des centaines de millions de téléspectateurs et des milliards de revenus audiovisuels, serait commercialement catastrophique.
Je ne suggère pas que les officiels du VAR protègent explicitement la survie de l'Angleterre dans le tournoi. Je suggère que le concept de confrontation est suffisamment subjectif pour se plier dans le sens du confort institutionnel sans que personne ait besoin de le dire à voix haute. La subjectivité est le mécanisme, le pouvoir discrétionnaire est l'outil, et l'environnement dans lequel ce pouvoir s'exerce a été construit par la même personne qui a offert un trophée de footballeur à un chef d'État. Je veux être précis lorsque j'utilise l'expression gravité institutionnelle. Je ne parle pas de complot. Je ne veux pas dire que quelqu'un dans la salle du VR a reçu un appel d'un responsable gouvernemental. Ce que je veux dire, c'est que les institutions accumulent des préférences. Avec le temps, elles développent le sentiment de ce qui paraît normal et de ce qui paraît perturbateur. Une Coupe du Monde où l'Angleterre sort de la phase de groupe paraît normale. Une Coupe du Monde où le capitaine de l'Angleterre est expulsé dans un match contre le Ghana en vertu d'une règle conçue pour empêcher les insultes racistes, pendant qu'un joueur brésilien noir regarde la scène depuis l'endroit où il se trouve, cela paraît perturbateur d'une manière difficile à quantifier, mais ressenti dans tout le système. L'arbitre n'a pas besoin d'être corrompu pour sentir cette gravité. L'officiel du VAR n'a pas besoin de recevoir des consignes. Il lui suffit d'être humain, d'opérer dans un système façonné à tous les niveaux par le même ensemble de relations et de priorités qui a placé une Coupe du Monde dans le bureau ovale. Il y a encore un fil qu'il faut tirer. Almiron a 32 ans. Il joue en club en Major League Soccer à l'Atlanta United. Il est immensément respecté en Amérique du Sud, mais il ne joue pas en Ligue des Champions, ne joue pas au Real Madrid et n'apparaît pas dans des campagnes publicitaires internationales pour des marques de luxe. Il est exactement le type de joueur qui, dans l'économie du football mondial, est jetable, utile pour le moment du précédent historique, nécessaire à la structure du récit, mais pas protégé par le poids commercial qui entoure certains autres. Bellingham, lui, est actuellement le jeune footballeur le plus intensément commercialisé d'Europe. Son image est liée à des marques dont les contrats traversent ce tournoi. Son maillot est le maillot anglais le plus vendu depuis l'ère Beckham. Je ne dis pas que le poids commercial a déterminé la décision du VAR. Je dis qu'il vaut la peine de se demander, sérieusement et sans ironie, si le système qui protège certains joueurs des cartons rouges est le même système qui leur attribue une valeur commerciale dès le départ. La règle s'appelle la loi Vinicius. Laissez cela résonner un instant. Elle a été conçue pour protéger les plus vulnérables contre les abus discriminatoires. Elle a été utilisée pour la première fois, non pas pour protéger un joueur, mais pour en punir un. Elle n'a pas été utilisée contre le joueur le plus puissant commercialement lorsque la même image est apparue sur les mêmes caméras 5 jours plus tard. Et l'institution chargée de la faire respecter a remis un prix de la paix à Trump tout en se décrivant comme une organisation sportive au-dessus de la politique. Le Paraguay a déposé sa plainte. La FIFA a dit qu'elle enquêterait. Bellingham est rentré dans le tunnel, Almiron est suspendu. Il y a une chose à laquelle je reviens sans cesse, et je ne connais vraiment pas la réponse. Si cette exacte succession d'événements s'était produite dans l'autre sens, si Bellingham avait été expulsé le premier, puis qu'Almiron s'était couvert la bouche 5 jours plus tard avant de s'en tirer sans sanction, le Paraguay aurait-il déposé une plainte ? Ou bien la plainte existe-t-elle seulement parce que le joueur protégé est européen et que le joueur puni est sud-américain, parce que c'est le seul sens dans lequel l'injustice ressemble à quelque chose qui mérite d'être combattu ? Je ne sais pas. Et le fait que je puisse poser cette question et rester dans une incertitude sincère quant à la réponse en dit plus sur ce tournoi que tout ce que la FIFA publiera.